Merci. Je voudrais d'abord souligner que je ne suis pas experte. Je ne suis pas experte en résistance, en prisonniers de guerre ou sur Buchenwald. Ma présentation est en fait la suite d'une exposition temporaire que la Caserne d'Ossat a organisée en 2015, ensemble avec les collègues du Fort de Brendonk, qui sont également représentés ici, et également avec les collègues du CG Soma. En 2015, donc, le CG Soma avait un très beau reportage photo sur la libération de Buchenwald. C'est comme ça que ce projet a vu le jour. Et donc, je vais vous amener un petit peu dans ces journées de libération de Buchenwald et donc, du sort de ces Belges qui sont revenus. Donc, Buchenwald, c'était un camp de concentration qui n'a vu le jour qu'à partir de 1937. Au début, c'était principalement des prisonniers allemands et autrichiens. Je l'ai un petit peu vite, mais ça va le faire moins fort. Et donc, principalement des prisonniers allemands et autrichiens. Buchenwald, en tant que camp de concentration, une des plus grandes entités dans le réseau de camps de concentration dans le Troisième Reich allemand. Il y avait à peu près 130 sous-camps, je dirais, donc 130 commandos, une structure assez grande. Dans son existence, donc entre juillet 1937 et la libération en 1945, environ 240 000 détenus y sont passés, dont à peu près 56 000 ne survivront pas. Donc un taux de mortalité assez élevé. Parmi ces 240 000, il y a également 5 755 Belges, pas uniquement de nationalité belge, et donc en tout cas des Juifs déportés à partir de Belgique. Comment ont-ils abouti à Buchenwald? De différentes manières. Le plus grand apport, je dirais, de Belges vers Buchenwald commence en mai 1944 et début août 1944. C'était donc 4 grands convois de déportation, partis principalement, bien sûr, du fort de Brendonk, la prison de Saint-Gilles également, et la Begijnenstraat à Anvers, et d'autres plus petites prisons à Namur et Liège. Et tout cela s'est reconcentré dans des grands transports direction Buchenwald. Donc c'était les 4 grandes déportations, donc de mai à août 1944. Ce n'étaient pas les premières déportations directes depuis la Belgique vers Buchenwald. En décembre 1943, il y a eu déjà des petits transports avec 78 hommes partant de la caserne d'Ossat vers Buchenwald. Entre guillemets, ils avaient des nationalités particulières, à savoir c'était hongrois, turcs, bref, des nationalités qui étaient un peu plus du côté, on va dire, du Reich allemand. Donc ça, ce sont les personnes qui sont arrivées directement depuis la Belgique. Outre ces transports directs, il y a bien sûr aussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, entre janvier et février 1945, bon nombre de personnes qui sont arrivées à Buchenwald depuis la Belgique, des suites directes de l'évacuation des camps de concentration qui étaient sur le point d'être libérés. Donc, les nazis ont obligé les survivants à entamer des marches, parfois de plusieurs centaines de kilomètres, pour les déplacer d'un camp à un autre. Sur la photo ici, on voit un certain nombre de survivants d'Auschwitz avec le numéro tatoué sur leurs bras qui ont été retrouvés à Buchenwald à la suite d'une marche de la mort. Mais avant les marches de la mort, il y a eu ici aussi plusieurs groupes de prisonniers qui ont été déplacés de camps vers d'autres. Donc c'est tout un mélange de survivants qui, début avril 1945, se retrouvent à Buchenwald. Le 11 avril 1945, la libération approche
Et ce jour-là, ce sont des membres de la 9th Armored Infantry Battalion, donc des soldats américains qui arrivent à Buchenwald. Ils envoient en exploration le capitaine Frederick Keffer et il va raconter comment il a été accueilli à Buchenwald. Là, nous sommes entrés dans le camp par le nord. Les barbelés avaient déjà été coupés. Un commandant ancien prisonnier du camp m'a accueilli et m'a dit « Quels sont vos ordres ?» L'organisation du camp me semblait très efficace puisque quelques minutes après, j'entendais comment mes ordres étaient transmis en 7 langues différentes dans les haut-parleurs du camp. En concertation avec ce commandant de camp, j'ai vu qu'il y avait des gardes armés survivants aux portes du camp. Et donc en fait, le camp n'était déjà plus dans les mains des SS ou d'autres représentants nazis. Que s'est-il passé? Plus tôt dans la même journée, un plan a été mis en œuvre qui était déjà en préparation depuis des années. Ce n'était pas une action spontanée des hommes de Buchenwald. Il y a eu une grande préparation. À l'été 1942, je vous ai déjà dit, lors de la création de Buchenwald, c'était principalement des Allemands, des Autrichiens, mais à partir de l'été 1942, on voit croître d'autres nationalités, des Polonais, des Russes, des Tchécoslovaques. Donc il y a de plus en plus de diversité dans le camp. Et ces différentes nationalités vont s'organiser par nationalité en petits groupes de résistants. Courant 1943, les représentants des groupes nationaux de résistance s'organisent en comité international du camp de Buchenwald. Donc c'est tout un réseau de résistance à l'intérieur du camp organisé par les prisonniers. Ils vont effectuer des actes de résistance, rassembler des munitions, bricoler des radios pour pouvoir écouter les ondes des Alliés. Le comité belge qui en fait partie voit le jour relativement tard. Comme je vous ai dit, le grand transport de Brindonk, les prisonniers belges n'arrivent qu'en mai 1944. C'est donc à partir de ce moment-là que les Belges commencent à s'organiser à Buchenwald. Voici le comité belge. Vous ne reconnaîtrez pas leur visage, mais c'est un groupe très divers. Il y a quelques sénateurs parmi eux. En bas à gauche, Georges Ebelink, socialiste belge très important à Gand. Jacques Ripa, debout, le deuxième à gauche. Plus tard, sénateur également. Il a fait une carrière politique. Debout au milieu, représentant Jean-Marc Dulin, étudiant. Et donc, ça représente toute une série de credos politiques. Ils étaient tous présents donc, à Buchenwald. Ce comité belge est donc également impliqué dans cette résistance des prisonniers juste avant l'arrivée des Américains. Henri Gliner, qui fait également partie de ce comité, écrira plus tard qu'il y avait un calme relatif dans le camp ce matin-là. On entendait des coups de feu américains, des mitrailleuses également. Il y a eu des alarmes. Tous les camarades se sont rendus à leur poste de combat. L'armée clandestine du camp est entrée en action. On a distribué les armes. Entre-temps, les SS ont disparu. Les Allemands ont quitté le camp. Les prisonniers de Buchenwald ont encore pu maîtriser 110 Allemands avant qu'ils ne quittent le camp, donc grâce aux armes qu'ils avaient réussi à cacher. Et donc le 11 avril, les explorateurs américains arrivent, constatent que le camp est en fait déjà libéré. Quelle est la population à ce moment-là? Eh bien, il reste 21 000 survivants à ce moment-là. Quelques jours avant la libération, il y avait encore 65 000, mais plus de la moitié a encore été forcée au départ
en marche de la mort avant l'arrivée des Américains. Donc la direction reste entre les mains des comités internationaux des prisonniers de Buchenwald. Les Américains laissent les choses telles quelles et on essaye de faire en sorte que les gens survivent. C'est la priorité. Donc on cherche des aliments, on cherche à les distribuer de manière équitable. Les Allemands ont détruit les canalisations d'eau. Il n'y a plus que des fosses ouvertes pour les excréments. Donc, tous ces aspects hygiéniques constituent la priorité immédiate au lendemain de la libération. Le 13 avril seulement, les Américains prennent le contrôle et vont être un petit peu plus sévères. Il n'est plus question de quitter immédiatement le camp. Ils doivent rester dans le périmètre, ne pas aller par exemple à Weimar, tout proche. Arrivent alors 2 journalistes belges, pas des moindres. On voit ici donc à gauche Paul Lévy, plus tard également impliqué dans le fort de Brindon, qui a lui-même été prisonnier. L'homme au milieu, c'est son compagnon de route, Raphaël Alhout, qui lui est photographe. Et donc Lévy écrit et Alhout apporte les images. Et puis on voit également Paul van Zeeland, chargé du rapatriement. Et donc les deux, Lévy et Alhout, suivent un peu partout l'armée américaine et font rapport. Et donc c'est comme ça qu'ils arrivent aussi le 13 avril à Buchenwald. Que font-ils? Ce n'est peut-être pas leur objectif, mais ils profitent de l'occasion pour avoir un maximum de témoignages. On voit ici en fait une très belle photo, une photo de Alhout, et on voit Lévy au milieu avec un gramophone sur le véhicule. Et il est en train d'enregistrer des témoignages. On n'a pas réussi à les trouver dans les préparations de l'exposition, mais il doit exister quelque part des témoignages enregistrés donc de survivants de camp. On a peu d'espoir, mais on espère que peut-être un jour ces enregistrements referont surface. Ils viennent également pour d'autres activités. Cette photo ne dit pas immédiatement grand-chose. On voit juste les baraquements. Pourquoi est-ce qu'Alhout photographie cela? Mais en septembre 1944, c'est la libération de Bruxelles. Et la première chose que le gouvernement belge à Londres va essayer de faire, c'est trouver des personnes pour aider à la reconstruction de la Belgique. Et une de ces personnes, on soupçonne qu'elle est déjà décédée, c'est Paul-Émile Janson. 3 fois ministre de la Justice avant la guerre, également Premier ministre, en 37-38. Et donc, il faut essayer de retrouver Paul-Émile Janson. Et comme effectivement, il est décédé pendant la guerre à Buchenwald, Lévy et Alhout photographient ce baraquement et c'est l'endroit exact où Paul-Émile Janson a péri. Et donc, c'est également l'enregistrement de ces faits. Ils deviennent un petit peu les chroniqueurs de Buchenwald, Lévy et Alhout. Photo importante, celle-ci également. Elle montre comment les Américains vont faire en sorte que des milliers d'habitants, hommes et femmes, de Weimar, la ville toute proche, ils les obligent à venir au camp de Buchenwald et à voir de leurs propres yeux les cadavres. Ils doivent également aider à les porter, à les déplacer. Et on les oblige donc à aider, on va dire, au nettoyage, au rangement du camp. Pour finir, cette photo de nouveau avec Lévy et Alhout, c'est vers le 27 avril. Ça fait déjà 2 semaines qu'ils sont à Buchenwald à ce moment-là, donc ils restent assez longtemps sur place finalement. Ils décident de retourner à Bruxelles en voiture. Les autres prisonniers savent qu'ils vont pouvoir rentrer bientôt, les survivants, mais il n'y a pas encore de plan concret.
Donc, Lévy et Al-Houd proposent de ramener 2 survivants et les prisonniers entre eux vont pouvoir voter. Ce n'est pas Al-Houd et Lévy qui décident qui va les accompagner, mais ce sont les prisonniers eux-mêmes qui décident. Et donc, ils décident de choisir 2 hommes qui auront l'importance dans la poursuite de collaborateurs à Bruxelles. Chauve à gauche, Lucien Van Beers, procureur du roi. En 1943, il a essayé de fuir à Londres, mais pendant ce voyage, il a été arrêté en Espagne et puis déporté à partir de la France. Il a subi du travail forcé très pénible. Ça se lit sur son visage et il entamera de nombreux procès contre des collaborateurs. Le deuxième à gauche, c'est Jean Fontaine, très actif dans la résistance belge, notamment au barreau de Bruxelles. Et il a également publié un journal illicite. Il retournera en Belgique et deviendra également un témoin important dans le procès contre les bourreaux de Buchenwald. Et donc, ce sont les 2 élus pour pouvoir rentrer plus tôt que les autres. Alors, comment fonctionne dans la pratique ce rapatriement? Pour le 26 avril, les Belges ne savent pas encore exactement comment elles vont rentrer. À partir du 16 avril, il y a quand même déjà des rumeurs. Le comité belge à Buchenwald va publier un feuillet qui s'appelle Libération. Il y aura 2 numéros dedans avec des nouvelles sur le fonctionnement du rapatriement, notamment à partir d'autres camps, quels camps ont été libérés, lesquels pas, donc, etc. Mais ces 122 hommes donc seuls vivent malgré tout toujours dans l'incertitude. Le 19 avril, ils prêtent le serment de Buchenwald. C'est en fait un serment qui rassemble toutes les nationalités sur la cour. Cela se fait dans de nombreuses langues. Ils ont tous mené la même lutte. Notre lutte ne s'arrête pas ici. Les assassins de nos camarades vivent encore. Nous jurons pour toute la terre que nous ne nous arrêterons pas de nous battre jusqu'à ce que le dernier responsable ait été jugé devant un tribunal international. C'est ça le serment donc, de Buchenwald. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Jean Fontaine va être un témoin actif. Et donc, comment est-ce que cela se met en place finalement, ce rapatriement? Vers la deuxième moitié du mois d'avril, probablement vers le 20, il y a une deuxième délégation belge qui arrive à Buchenwald. Walter Ganshoff van der Mees, déjà mentionné par Florent. On le voit ici avec le bâton, et son frère Ganshoff. Ils ont été envoyés en Allemagne par le gouvernement belge pour retrouver les criminels de guerre. C'est comme ça qu'ils aboutissent, entre autres, à Buchenwald et trouvent donc ces 622 Belges. Et Walter Ganshoff van der Mees nomme son frère François responsable du rapatriement de ces 622 personnes. Ils doivent faire tous les arrangements pratiques. Cela ne se fera que le 26 avril, donc une semaine plus tard. Ce n'est que là qu'il a les moyens suffisants pour commencer le rapatriement. Cela se passe de façon tout à fait chaotique. Voici quelques photos des camions qui vont transporter donc les survivants belges jusqu'à l'aérodrome le plus proche, celui de Nora, tout près de Weimar. Ils arrivent là le 27 mai. Des avions et ambulances sont censés être sur place, mais il n'y a juste rien du tout. Il y a mauvais temps, faible communication avec Bruxelles. Ici, on voit qu'il n'y a pratiquement pas de facilité. La situation est tout aussi pénible finalement que dans le camp. Et il y aura d'ailleurs des victimes. Tout le monde ne sera pas, en fin de compte, rapatrié. Tout le monde ne va pas survivre. Parmi les 622, il y a les médecins. Sur la photo à gauche, on l'a tout à fait arrêté. Léon Carden avec le béret incliné, médecin prisonnier. Et pendant
sa détention, il a fait ce qu'il a pu pour soigner ses camarades, mais bien sûr, il y a eu beaucoup de décès. Il va faire un tri. Les 110 les plus faibles sont finalement amenés à un hôpital proche pour être soignés avant rapatriement, finalement. Un de ces prisonniers, c'est Jean Paternos, vous voyez sur la photo de droite avec les béquilles, un homme de 64 ans qui avait été arrêté dans la capitale parce qu'il disposait de pièces d'or. Il a été à la prison de Saint-Gilles et 2 jours après cette photo, il va décéder à l'hôpital à Weimar. Donc il ne sera pas rapatrié en fin de compte. Et il n'avait pas de famille non plus, donc son corps était enterré à Weimar. Et donc on voit tout de même toujours des victimes malgré plusieurs jours après la libération. Enfin, début mai, donc le 3 mai, encore une semaine plus tard, c'est le départ du premier groupe. Seulement, on les voit s'approcher donc de l'avion. Et le 7 mai, le deuxième groupe. Où vont-ils? On a vu une belle photo dans la présentation de Chantal et Bénédicte. Ils seront amenés au Cirque Royal à Bruxelles, point de rassemblement. On leur donnera un repas chaud. Et à partir de là, ils seront amenés à leur domicile où ils devront faire leur propre chemin. Ce n'est pas simple. Il y a des traumatismes. Ils sont très affaiblis physiquement. Après la guerre, ils essayeront de reconstruire leur vie, tant bien que mal. Comme je vous disais, il y avait parmi eux des politiciens et des journalistes qui vont pouvoir faire une carrière, mais la plupart sont des personnes comme vous et moi, des étudiants, des médecins. Il y aura des suicides également. L'impact reste très très lourd. Je vais vous donner un exemple particulier. Donc ici, c'est une photo de groupe prise par Al Hood, un groupe de Belges. Lors de l'exposition, ma tâche était d'identifier un maximum de ces personnes sur la photo. Vous voyez parmi ceux qui sont debout, il y a un homme avec des lunettes. Ça m'a pris énormément de temps. En fait, c'est un prêtre, Léon Lenoir, qui avait été au Congo auparavant. Et pendant la Deuxième Guerre, il soignait les partisans blessés en Wallonie. En 1944, il a été arrêté à Dinant parce qu'il portait sur lui des munitions. Et donc, par la suite, il a été déporté à Buchenwald. Et donc, Léon Lenoir a aidé, a fourni de l'aide psychique aux Belges du camp. C'était un petit peu le compas moral des Belges à Buchenwald. Il a été libéré, rapatrié en Belgique. Et après, début mai, il a publié un recueil de poèmes, notamment sur Buchenwald. Il a fait de nombreuses présentations, conférences en Belgique et en France. Donc fin septembre 1945, il a fait une présentation à Lyon. Et sur le chemin du retour, il est décédé dans un accident de la route. Donc 4 mois après sa libération et son rapatriement, il est décédé finalement de manière plutôt banale. Voilà une dernière histoire que je voulais partager avec vous.